Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et cette semaine, 43 pays ont été réunis à Moscou pour le congrès fondateur du mouvement international russophile, le MIR. Et parmi ces personnes, il y avait notamment Xavier Azalbert qui est avec nous. Bonjour Xavier Azalbert. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de la publication de François. Vous êtes allé en Russie, en toute indépendance, on le rappelle, pour ce congrès, donc fondateur du mouvement international russophile. Et pour dire le contexte, vous n'avez pas eu de difficulté à aller en Russie déjà. Oui, c'est surprenant en fait. On pourrait se dire qu'aujourd'hui c'est complexe de voyager. Alors hormis le fait que c'est un long voyage parce qu'il faut passer par la Turquie. Donc en fait ce sont 2 vols plutôt qu'un seul. Donc la complexité on va dire du mode de transport. Il faut juste avoir un visa et récupérer un visa et puis partir quoi. Aucun problème ni là-bas ni pendant le voyage. Et avant de parler du MIR, vous avez quand même parlé avec des Russes à Moscou. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la température à Moscou et la température évidemment politique. Est-ce qu'on a l'impression d'être dans un pays en guerre ? Alors, on n'a pas l'impression d'être dans un pays en guerre. Oui, j'ai effectivement pu aller me balader, discuter avec des Russes. Certains parlaient anglais, d'autres avec un traducteur, de manière à pouvoir prendre le pouls en mettant l'accent sur trois sujets, on va dire, principalement. Donc, ce conflit dont on parle énormément dans nos médias tous les matins et la manière dont ils le perçoivent eux. La deuxième chose, c'est l'économie russe, on va dire. Est-ce qu'ils ont des sanctions ? Comment ils perçoivent ces sanctions qui, rappelons-le, avait été dit par le ministre de l'économie et des finances français, Bruno Le Maire, qu'on allait essayer de mettre l'économie russe à genoux. Alors, je peux vous dire que l'économie russe ne semble pas à genoux quand on est là-bas et de leur point de vue, on va dire, le conflit existe en fait, ils ne le nient pas, mais ils sont surpris, on va dire, de cette russophobie. Et ça, on va dire, c'est quelques personnes à Moscou. On ne peut pas dire que c'est la Russie de manière générale, hein. Mais j'ai aussi parlé avec des gens de Saint-Pétersbourg, des gens de tout pays, d'Inde, d'Afrique, Afrique du Sud, Sénégal, Brésil, et d'autres pays asiatiques. On va dire, ce qui les animait à venir, c'était pour essayer de comprendre comment au sein de la Russie c'était perçu. Donc en fait, c'est vraiment aller de l'autre côté de la barrière et se dire, est-ce que ce qu'on nous dit dans nos médias, c'est la même chose que ce qui se passe là-bas ? Alors je le rappelle, l'économie russe, Moscou, c'est une ville aujourd'hui avec des gratte-ciel, des taxis jeunes. On pourrait se croire à New York dans les années 90. Ça boom de partout. Il y a énormément de voitures noires avec des badges allemands dessus. Donc, on peut dire que c'est une économie qui est boomante. Et je ne veux pas faire l'apanage de la Russie, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens ont l'air plus libres, presque que dans notre propre pays. Il y a une inversion. On dirait que la boussole a été inversée. Le nord est au sud, ou l'est est à l'ouest, et vice-versa, surtout dans les systèmes de valeurs. Et c'est ça qui est intéressant d'observer. Donc, je pense que quand on pose la question à ces Russes au niveau des contraintes, au niveau des sanctions, bon, bien sûr, ils sont inquiets sur ces sanctions parce qu'ils trouvent que c'est, pour certains, anormal. Alors, on rappelle quand même que l'attaquant dans le conflit, c'est quand même la Russie, donc on ne peut pas non plus s'exonérer de ce genre de choses. Mais ce mouvement-là, quand on les pousse en disant est-ce que vous vous sentez fier d'être attaquant ? Non, ils le sentent pas, mais quelque part, ils ont voulu se protéger, on va dire. Et c'est ce ressenti qu'on a quand on discute avec eux et quand on les pousse dans leur retranchement en se disant on n'avait plus le choix. Donc il faut le rappeler, et d'ailleurs ça a été souligné dans dans plusieurs des discours, c'est que la Russie a payé un très lourd tribut dans la Deuxième Guerre mondiale, plus de 26 millions de morts, je crois. On a l'impression que c'est totalement oublié. Ce genre de choses, et que si jamais il n'y avait pas eu ce front de l'Est, peut-être que le front de l'Ouest n'aurait pas pu être ouvert ou avec autant de succès. Donc on a énormément donné à dire, la clé du succès à nos alliés américains, et c'est très bien, et il faut reconnaître cet élément-là sans jamais omettre d'autres éléments qui étaient prépondérants. Et c'est cette imbalance qu'on ressent, cette forme d'injustice qui est ressentie et qui a fait qu'il y a beaucoup de participants qui sont allés là-bas pour justement essayer de recoller les morceaux, de réparer cette injustice. Et justement, les gens avec lesquels vous avez parlé, donc les Russes avec lesquels vous avez parlé, on n'est plus dans l'URSS d'avant, vous les sentez très libres de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent ? Tout à fait. Alors l'URSS, on rappelle que c'était il y a longtemps, on va dire. Entre-temps, il y a eu la période Gorbatchev, il y a beaucoup de choses qui se sont passées.
On a eu on va dire l'effet commerce, l'effet consommation qui a pris, et donc la Russie est un pays aujourd'hui qui consomme pas du tout de la même manière que le faisait à l'époque. C'est un pays presque occidental dans sa manière de voir les choses. Alors ils sont chargés d'une histoire, bien sûr, et on leur fait payer parfois le tribut de cette histoire avec cette répression qu'il y a eu exacerbée dans le modèle communiste sous contrôle. Hein. On avait aussi la main de l'Est avec la Stasi. Mais rappelons une chose, c'est que cette répression qu'il y a eu, cette absence de liberté de parole, aujourd'hui, dans nos pays, nous venons de vivre pendant 3 ans une énorme répression dans la parole. Il y a des sujets dont on ne pouvait pas parler. On ne peut toujours pas parler de l'origine du virus, ou encore on peut en parler, on ne peut pas parler des effets secondaires de la vaccination. Alors bien sûr, on revient toujours à cette crise sanitaire, on revient toujours à un certain nombre de sujets. Mais si jamais on prend un sujet qui est un petit peu proche de nous, dès qu'il s'agit de tirer sur, on va dire, les Russes, par exemple sur le sabotage de Nord Stream, eh bien de suite on a dit que c'était les Russes. On ne s'est jamais posé la question. Et en fait, il s'est trouvé que pendant qu'on était là-bas, même le New York Times a révélé des choses suite aux révélations de Seymour Hersh, que en fait, c'était un sabotage, que apparemment l'Ukraine était impliquée dedans, que c'était pas du tout ce qu'on nous avait raconté. Et on voit rarement ces éléments-là rectifiés. Donc on tire les premiers, on accuse l'adversaire, donc on devient russophobe en les accusant, ils ont saboté leur propre pipeline. Et bien sûr, nous sommes les dindons de la farce en tant qu'Européens, puisque c'est nous qui payons l'énergie chère. Pas plus tard que ce matin, je crois que sur certains médias, on parlait des fermetures de boulangeries. Bruno Le Maire avait rappelé qu'il n'y aurait pas de boulangerie qui fermerait à cause des prix de l'énergie élevés. Aujourd'hui, on lourd tribut, peut-être plus lourd que ceux que les Russes payent aujourd'hui. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une propagande aussi des deux côtés, c'est-à-dire du côté occidental et du côté russe. Et finalement, en fait, nous n'avons pas de leçon de propagande à donner à la Russie. Alors, je pense qu'on n'a aucune leçon de propagande. Alors, aujourd'hui, le terme propagande est un terme qui doit être proscrit. Appelons ça de la communication de manière à servir les intérêts des diverses nations. Donc, je pense que d'un côté, on a une communication qui a été assistée par les géants du net, on va dire les GAFAM, qui a été assistée par le biais de réglementations qui ont été exacerbés et qui ont empêché certains sujets d'arriver. On pourrait rappeler, ça rappelle peut-être la manière dont l'URSS empêchait certains débats d'arriver. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on va là-bas, on a une sensation, et c'est la sensation que j'ai eue, on peut parler des sujets, il n'y a aucun problème. J'ai parlé avec des officiels russes, puisque ce congrès était un congrès associatif, formé par un certain nombre d'associations, mais soutenu par le ministère des Affaires étrangères. J'ai pu parler avec Mme Zakharova, qui est la directrice de la communication du ministère des Affaires étrangères, qui s'est elle-même plainte des problèmes qu'elle avait avec les journalistes français qui venaient, mais qui n'ont ramené qu'une partie infime de l'information. Donc en fait, me donner un exemple, qu'il y avait un journaliste qui était venu, qui voulait à tout prix visiter une base militaire sur la mer Noire, et c'était une des conditions sine qua non pour qu'il vienne. Finalement, elle a fait visiter cette base, qui était une toute petite partie du voyage, et quand elle revient et qu'on relit ce qui est écrit dedans, dans un article, eh bien, on ne parle que comme si on les avait fait exclusivement visiter cet élément-là. Donc, il y a une forme d'inversion, de manipulation de cette information qui fait rappeler, on va dire, l'image qu'on aurait pu avoir du bloc URSS. Donc, une manipulation de l'information qui va à l'inverse des intérêts. Donc, bien sûr, on sert les intérêts. Rappelons-nous, on est en guerre quelque part. Emmanuel Macron l'a dit. Alors, on ne sait pas tellement quelle guerre, mais aujourd'hui, on change d'ennemi. C'est à géométrie variable. Et donc, il est vraiment important de se rendre compte que l'information, c'est une véritable arme aujourd'hui dans les deux camps. Et donc, Xavier Azalbert, on rappelle à nos auditeurs, vous êtes donc le directeur de la publication de François. Vous étiez donc à Moscou pour ce congrès qui a fondé donc le MIR, le Mouvement International Russophile. 43 pays réunis donc à Moscou, ce qui prouve bien que la Russie n'est pas si isolée que ça. Alors, ce n'est pas exactement 43 pays, ce n'est pas des envoyés officiels, mais il y a beaucoup de politiques, d'avocats. Ce sont des Français, des Brésiliens, des individus, on va dire, qui sont là parce qu'ils sont inquiets de cette russophobie qui, pour eux, n'est pas justifiée.
Comme l'a dit Pierre de Gaulle, alors bien sûr, il y a un petit conflit familial qui émerge au travers de tout ça. Il dit les Américains n'auraient peut-être pas accepté qu'il y ait un grand bloc unifié entre l'Europe et la Russie qui aurait fait une autre force et peut-être devenu la première puissance mondiale en coalition. Et donc, diviser pour mieux régner étant une stratégie qui fonctionne de tout temps, depuis l'Empire romain, on peut dire, même avant, c'est une stratégie qui était inacceptable. Il a aussi rappelé un élément, c'est que nous, autres Européens et membres de l'OTAN, on a oublié les accords de Minsk parce qu'on ne les a jamais appliqués, ce qui fait que ça pousse un de nos alliés historiques, on va dire un pays avec lequel on avait énormément de communalité, ça le pousse dans ses derniers retranchements et aujourd'hui ils se sont retrouvés devoir rentrer dans ce conflit sans prendre parti. Et c'est le message que j'ai porté, c'est que moi là-bas je suis dans une position neutre, c'est-à-dire que je ne suis ni russophobe ni russophile, j'essaye de porter juste, de rapporter ce que je vois et ce que j'entends, et en fait rien qu'en faisant ça, rien qu'en ayant une position neutre, eh bien, on se fait targuer de pro-russe ou de pro ce que je... Alors, je le rappelle, François a été invité là-bas, c'est moi qui ai payé mon billet d'avion, je n'ai pas été payé par qui que ce soit, et je tiens à le rappeler parce que c'est vraiment important pour moi de garder l'indépendance qui est nécessaire à exercer notre métier. Tout à fait. On va écouter Pierre de Gaulle qui était donc présent à Moscou à ce congrès. On l'écoute tout de suite. Mon grand-père, le général de Gaulle, écrivait « À tous les points, la Russie est la grande puissance de cette partie du monde. Par ailleurs, elle est pour la France un partenaire avec qui l'entente et la collaboration sont hautement naturelles. Toute sa vie, en dépit des difficultés de son époque, Charles de Gaulle a défendu la nécessité d'un partenariat avec la Russie, seul garant de la paix, de la prospérité et de l'équilibre de l'Europe et du monde. Il y a là, disait-il, comme un impératif catégorique de la géographie, de l'expérience et du bon sens. C'est cette amitié entre la France et la Russie que je viens défendre aujourd'hui. C'est cet idéal d'une France et d'une Russie partenaires, unis dans la sauvegarde d'un monde multipolaire qui s'oppose au modèle néolibéral et qui préserve la capacité des nations à se développer, à s'émanciper et à choisir librement ses alliés. C'est ce qui nous rassemble ce matin avec de nombreux autres pays. Vous écoutiez Pierre de Gaulle, donc c'était une vidéo qui a été prise par vous, Xavier Azalbert. Donc on rappelle ce que dit Pierre de Gaulle, la sauvegarde d'un monde multipolaire s'oppose au monde néolibéral et préserve la capacité des nations à se développer, à s'émanciper et à choisir librement ses alliés. C'est ce qui nous rassemble ce matin avec de nombreux autres pays, ajoute-t-il. Donc c'est ça, cette volonté de Pierre de Gaulle de montrer que voilà, la France est libre de choisir ses alliés et que la Russie peut être un allié pour la France. Alors, ça, c'est son point de vue, on va dire, c'est ce qu'on rapporte. Après, la question, c'est pas aujourd'hui vraiment partagé par nos dirigeants politiques. Est-ce que c'est partagé par les Français? Ça, c'est une bonne question qu'on pourrait poser au travers d'une forme de référendum. On va dire quel est le modèle, c'est-à-dire qu'on nous impose un certain modèle. Regardons un petit peu les Français qui étaient dans la rue hier à cause de la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on nous impose quelque chose. Alors, à savoir si jamais c'est vraiment nécessaire, conditions nécessaires, conditions suffisantes. Toujours est-il qu'il semblerait qu'il y ait un décalage de plus en plus important entre la volonté politique, les besoins économiques dictés par l'Europe, dictés par un certain nombre de restructurations qui sont parfois nécessaires, mais en tout cas, le nécessaire passe aussi parfois par un bon dialogue avec les Français. Ça pourrait être au travers d'un référendum. Emmanuel Macron n'a pas fait usage de ces éléments-là, alors que ses prédécesseurs ont fait usage du référendum. Le dernier de Nicolas Sarkozy, on se souvient quand il ne l'avait pas appliqué, mais le général de Gaulle avait, lui, fait usage du référendum à plusieurs reprises, y compris François Mitterrand. Et il y a des vrais sujets de société qui sont nos alliés. Quel est le modèle que l'on veut? Donc si on veut, avec quelques 15% ou 20% de la population imposée 80% un certain modèle, ça s'appelle un abus de minorité quelque part, et ça pourrait passer par un référendum. Donc ce que vient défendre Pierre de Gaulle, c'est son point de vue personnel, puisqu'on sait qu'il y a une forme de désaccord avec son frère qui est un soutien de Emmanuel Macron. Encore une fois, sans faire de politique, il se trouve que il y a une
tensions familiales. À ce sujet, chacun essaye d'utiliser la mémoire du général de Gaulle, en bien ou en mal. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on regarde dans notre histoire, on a toujours été proche de la Russie, on a eu des rois, des reines, de la consanguinité, mais aussi on a eu des accords industriels. Rappelons que le commissariat à l'énergie atomique dans les années 60 avait énormément de partenariats avec le nucléaire en Russie. Il y avait des échanges énormes. Je suis bien placé pour parler. Mon père travaillait au commissariat à l'énergie atomique et il a eu des échanges avec la Russie à cette période, qui était une période, on va dire, de tension. Et on a vraiment eu des échanges industriels. Alors, il y a aussi des vols industriels, puisqu'on se rappelle le nez du Concorde. Donc, ça, c'est pour dire que nos alliés, il faut toujours s'en méfier aussi. Mais avoir une France forte, c'est ce que voulait le général de Gaulle. C'était justement pour pouvoir tenir nos alliés à distance. Et aujourd'hui, on va dire que la France n'a plus cette position ou a perdu cette position. Et il faut savoir vraiment retrouver une position forte de manière à pouvoir tenir nos alliés à distance, qu'ils soient américains, qu'ils soient russes. Parce qu'à partir du moment où on a une indépendance énergétique et d'autres formes d'indépendance agricole, ça nous permet justement d'être droit dans nos bottes et de pouvoir les repousser. Oui, et de pouvoir s'extraire de ces deux blocs qui seraient un bloc anti-russe ou un bloc européen et russe contre les Américains. Nous sommes censés être au milieu et indépendants. Et on peut rappeler aussi que la France a un pays à tradition diplomatique. Une de nos grandes compétences et nos grandes armes, c'était la diplomatie. Dans ce congrès, il y avait 3 langues, en fait. On pouvait écouter dans la langue originelle en russe, en anglais et en français. Donc, ça montre la place du français, qui était très important. La délégation française, c'était la plus représentée. Je crois qu'il y avait 9 ou 10 personnes sur une centaine de personnes qui étaient présentes. Mais j'ai rencontré des gens de bien des pays, notamment j'ai discuté avec un représentant indien, un représentant argentin, qui ont la même approche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rappelle que l'Inde n'a pas voté, n'a pas pris parti, on va dire, comme la Chine a pu le faire en faveur de la Russie, et donc reste peut-être le dernier grand pays indépendant et autonome, ne pas prendre parti entre la Russie et les États-Unis. C'est peut-être le pays par lequel passera potentiellement une négociation de paix, puisque ayant décidé de s'abstenir de voter, ils prennent une position diplomatique quelque part, alors que nous avons pris une position partisane, ce qui nous enlève un élément. Alors, je ne sais pas ce qui s'est dit, mais Pierre de Gaulle a été reçu dans un petit salon par M. Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères. Les diplomaties de salon existent toujours. Peut-être qu'il aura ramené un message à Emmanuel Macron, je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le travail d'un journaliste, c'est d'aller là-bas. Quand je suis revenu, il y a certaines personnes qui ont essayé de me tirer à boulet rouge dessus. Et je leur ai dit, écoutez, moi, mon travail, c'est d'aller là-bas. Pourquoi vous n'y étiez pas, en fin de compte? Et vous étiez là-bas et vous avez aussi parlé à des Russes qui vous ont parlé aussi de la critique qu'ils peuvent avoir de l'Occident, sans haine de l'Occident, mais notamment cette critique du wokisme et ce qu'on peut appeler le capitalisme, en tout cas du dieu dollar. Ça, c'est quelque chose qui est présent en Russie. Il n'y a pas une envie de faire partie de l'Occident. Alors tout à fait, il y a une grande critique en disant qu'il y a une forme de perte d'un certain nombre de valeurs traditionnelles. Alors le mot tradition, quand on est néocons aux États-Unis, c'est une manière, c'est peut-être le nouveau complotisme. En fait, quand on n'est pas avec vous, on est contre nous. Et donc là, il y a une forme de retour à des valeurs simples. L'homme. Pierre de Gaulle l'a rappelé dans son histoire, il a dit des valeurs humaines. Alors il a parlé de la religion aussi. Alors la religion, je pense que c'est parfois intéressant de la laisser un peu de côté. Le culte est quelque chose de fondamental et je pense que c'est un droit, on doit respecter. Mais avant tout, nous sommes des humains et dès lors qu'on regarde toute l'évolution transgenre, le wokisme, ils considèrent qu'on va trop loin. On va trop loin et il y a une forme de dégénérescence. Et le terme qui est utilisé, c'est la dégénérescence de ces valeurs dans lesquelles un grand nombre de nos concitoyens, un grand nombre de citoyens du monde ne se reconnaissent pas. Et on revient à cette notion de tout à l'heure quand je parlais de la minorité et de l'abus de minorité par rapport à la majorité. Est-ce que ce n'est pas une minorité qui, pour éviter d'être discriminée, fait un abus de cette minorité? Alors, tout en respectant les desiderata de chacun, il faut faire attention de ne pas pousser le bouchon trop loin. Et quand on pousse ce bouchon trop loin, eh bien, on se retrouve à polariser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a la polarisation et la Russie donne l'impression qu'elle défend ses valeurs traditionnelles, alors que dans le passé, elle a plutôt empêché l'évolution et
la conversation, elle a empêché la liberté d'expression quelque part. Et bien aujourd'hui, on a l'impression qu'elle défend plus ses valeurs que l'Occident, qui eux défendent des valeurs progressistes sous couvert de on ne sait quels intérêts, qui peuvent être des intérêts commerciaux, qui vont parfois contre les intérêts humains. Tout à fait, il y a un retour à la tradition en Russie. Merci beaucoup Xavier Azalbert, on rappelle que vous êtes directeur de la publication de François. Merci à vous.